Ça va, j'ouvre mon ordinateur. Oui. Parle un peu avant que j'ouvre cet ordinateur. Sera donné par Madame Sihem Missewi. Oui, خليت الدبابي خاطر يساوي صاحبك. Né d'Abbeville. Qui va nous parler de manger et boire avec les rois. Elle a la parole pour une vingtaine de minutes, s'il vous plaît. Parce que comme nous avons une journée très chargée, je crois que on est tous tenus à respecter le temps. Okay. Bien, bien. Alors, Mounira, Allah yarhamha, Mounira préférait de tous mes articles un article édité à Beit al-Hikma sur les manières de table في إحياء علوم الدين للغزالي. Et peu avant sa mort, on discutait, c'était au mois d'août au téléphone, elle me dit, si un jour, Sihem, vous me faites un hommage ou un colloque ou quelque chose, je voudrais que tu choisisses entre les manières de table, un sujet entre les manières des tables, ou que tu parles un livre de cuisine abbasside, ayoubide ou mamelouk, c'est qu'elle préférait donc soit l'un soit l'autre, et que cette conférence soit en français pour que les miens la comprennent, et elle a surtout pensé à Jean qui est aussi un ami à moi, et c'est pour ça que je fais plutôt ma conférence en français qu'en arabe, quoique malgré que je suis arabisante. Donc, j'ai essayé de faire un 3 en 1, donc parler en français, et j'ai trouvé 2 chapitres dans un livre de cuisine abbasside sur les manières de table. Kitab al-Tabikh, livre de cuisine de Ben Sayyar al-Warraq, appartient à un genre de discours prescriptif. Dans le cas des livres de cuisine, il s'agit d'une mise à l'écrit de recettes pratiques qui les fixent. Cet ouvrage contient 161 recettes copiées dans des kutub, livres et nusakh de califes abbassides, membres de la famille barmékite, médecins, lettrés, raffinés et cuisiniers ayant vécu entre le 8e et le 10e siècle. Ce livre est destiné à un membre de l'élite sociale dont le nom n'est pas cité, écrit à sa demande, il serait probablement guide, point d'interrogation. Mon choix du livre d'Ibn Sayyar al-Warraq se justifie par le fait qu'il soit le plus ancien livre de cuisine qui nous est parvenu parmi une grande liste citée par Ibn al-Nadim dans le Fihrist, dont les écrivains sont pour la plupart des lettrés, commensaux de califes, raffinés et médecins ayant vécu au IIIe et au IVe siècle. Deuxièmement, ce livre est unique en tant que sous-genre, puisqu'il présente une connexion entre les recettes éléments nodal, les éléments diététiques, la poésie, quelques passages narratifs et 2 textes de manière de table qui contribuent à la construction de l'homme éduqué. La relation entre les recettes et les manières de table est si évidente parce que la définition anthroposociologique de la cuisine fait d'elle un système dont la préparation et la consommation sont 2 éléments. Les recettes du livre sont gastronomiques. Qu'est-ce que la gastronomie? Dans la sociologie de la gastronomie, je cite, révèle « La gastronomie est le perfectionnement de la cuisine par la création, le renouvellement, l'imagination et l'esthétisation. » Donc, Prével considère la source de la cuisine, la cuisine a une source savante par rapport à une source populaire. Cette gastronomie, elle ne peut être destinée qu'à une classe dont le goût est cultivé, j'emprunte le mot à Bourdieu, et qui nécessite une étiquette raffinée qui est elle-même complexe et précise. Qui est l'auteur de ce livre? Les manuscrits
que j'ai consultés, les manuscrits d'Helsinki, d'Oxford et d'Istanbul, ne s'accordent pas sur l'auteur. Celui d'Helsinki cite le poète Kouchejm, décédé vers 961. Celui d'Oxford et d'Istanbul mentionne Abu Muhammad al-Muzaffar ibn Sayyar al-Warraq, un inconnu dont l'attribut al-Warraq peut renvoyer à un libraire ou à un copiste. L'argument des chercheurs qui se sont intéressés à ce livre et qui l'ont attribué à Ibn Sayyar est que Kouchejm est cité à la troisième personne par l'auteur dans la phrase Wa anshadani. Donc le livre serait un livre du Xe siècle. Les éléments codicologiques des copies d'Helsinki et d'Oxford montrent qu'ils sont du VIe, XIIIe siècle et l'élément codicologique de celui d'Istanbul montre qu'il s'agit d'une copie appartenant à El-Malik al-Salih Najm al-Din Ayyub, le dernier sultan ayyubite d'Égypte, et que les recettes ont été testées par al-Wathiq ibn al-Wadoud Mas'oud ibn Mas'oud. Donc, cette copie aussi date du XIIIe siècle. Les deux textes que je propose d'analyser sont deux chapitres qui se trouvent à la fin du livre. Chapitre 130 في الأدب في غسل اليد قبل الطعام وبعده et le chapitre 131 في أكل السعلوك مع الرؤساء والملوك. Ce chapitre contient une partie sur la boisson ومن الأدب عند الشرب. Des remarques préliminaires sont à faire. La première concerne le genre, le discours, et la deuxième concerne le mot adab dans les titres et le concerné adib. Quant au genre, il appartient au discours de l'adab en général et de adab al-muluk ou adab maraya al-muluk wal-umara, littérature des miroirs de princes, puisqu'il s'agit, j'emprunte le terme à Veblen, de la classe de loisirs. Genre connu, je passe sur ça parce que par manque de temps. Cette littérature dans le genre miroir de prince a pour but de donner aux rois et princes des conseils politiques, éthiques et des règles de conduite pour réussir leur pratique du pouvoir et consolider les bases de leur royaume. Il s'agit bien de l'art de gouverner. Des règles gèrent les bonnes conduites de la hachia et des hommes ordinaires qui rentrent en interaction avec le roi, puisqu'il ne s'agit pas d'un modèle symétrique d'égalité, mais de complémentarité hiérarchique dont le rôle est la distinction. La distinction, je cite Picard, est un principe de base de savoir-vivre en tant que principe de séparation, de discrimination et en tant que principe de figuration qui implique à la fois la différence et l'uniformité, l'ostentation et sa dénégation. Fin de citation. Cette distinction a besoin d'un dispositif rituel, j'emprunte le mot à la rithologie, d'un dispositif rituel dans la mise en scène du pouvoir. Par là, le commensal n'est pas uniquement un actant qui contribue à produire la mu'anasa par la muta'ama et la munadama, mais il fait partie de ce dispositif. Qu'est-ce que la notion de adab ou celle de adib? Je ne voudrais pas reprendre ici l'article de Gabrielli de l'Encyclopédie de l'Islam pour dire la définition de l'adab et parler de l'évolution du mot, mais je me suis fié à la matière lexicographique qui m'intéresse, de lisan arabe, je traduis, nommé adab parce qu'il éduque les gens aux éloges et mérites et leur interdit de commettre le répréhensible. Le verbe ediba et addaba, rawada, l'animal, donc le dresser, le dompter, al-insan allamahu, l'éduquer, et hazabahu, qui a aussi le sens de bien éduquer, mais hazaba a le sens de polir, de polisser. Donc le edib, c'est l'éduquer, le bien élevé, le poli, le courtois, et le stylé dans le sens de celui qui a de la retenue. Adab concerne la conduite normée en sociologie qui n'est pas sans dimension éthique d'une part et esthétique d'autre part dans sa relation avec la civilité, la courtoisie et le raffinement. Socio-anthropologiquement, adab al-muta'ama ou al-munadama font partie, je cite Maffezoli, des comportements minuscules dont les formes sont construites rituellement, fin de citation, sont
des rites profanes selon Rivière, des rites de vie quotidienne ou d'interaction selon Goffman, des rites de savoir-vivre selon Picard. Claude Lévi-Strauss lui-même, dans les origines de manière de table, a tout un chapitre sur les manières de table. Je n'oublie pas non plus Norbert Elias qui a étudié leur évolution dans le processus de civilisation et leur dimension sociologique dans la société de cours. Ces lectures socio-anthropologiques, ainsi que la sociologie de l'alimentation, qui a approfondi les notions de socialité, sociabilité et commensalité, et la sociologie de la gastronomie et la sémiopragmatique du goût et de la table nous permettent une lecture des adab en tant que rituel, de définir l'image des actants dans une situation d'interaction et dans un cadre d'expérience qui est l'espace du manger et du boire, et de réfléchir sur la dimension sociopolitique des textes. Notre méthode est de considérer la table comme un théâtre d'une extorsion figurative qui condense dans son huis clos une gamme d'interactions. Elle préfigure comme rituel de cours. Deux types de commensaux sont cités. Dans le premier texte, il s'agit de Al-Mu'ashir al-Adib ou Al-Nadim al-Labib. Il s'agit ici du compagnon éduqué et du commensal raisonnable. Le mot raisonnable renvoie est en rapport avec la vertu et la culture, permettant la muhadatha et la musamara. Le mot mu'ashir renvoie à une continuité dans la relation, voire même à une amitié, donc à une relation dite dans l'interactionnisme de type intime. Dans le deuxième texte, il s'agit d'as-su'luk. Dans la matière lexicographique, le su'luk est le pauvre sans argent et sans soutien, le miséreux, le misérable. Mais le mot est utilisé pour dire le brigand, le gueux, le hère, le larron et le vagabond. Dans tous les cas, il s'agit d'un plébéien, de l'homme ordinaire, avec une part, entre guillemets, de vulgarité qui est opposée à l'éducation de l'homme cultivé. Les deux commensaux, proches ou lointains, doivent faire un passage d'un espace ordinaire à un espace d'ostentation et de pouvoir. Ce genre de texte présente un nomos, modèle valorisé par cette littérature, qui structure le topos, gérant les conduites générées par le nomos, qui joue un rôle dans la construction de l'identité, dans ce cadre, celle des mangeurs interactants et par là de leur classe sociale. Les règles concernent pour la plupart le corps. Celui-ci est codifié par les soins de la propreté du visage, des mains dont le lavage est minutieux, ainsi que le nettoyage des ongles et leur limage, celle des vêtements, y compris de l'intérieur détaillé, les soins de l'encensement et du parfum pour dissimuler l'odeur naturelle du corps. Ce dernier doit être net, assaini, élégant et d'une bonne apparence. Ces premiers soins sont codifiés rituellement, rendant possible le passage de l'espace ordinaire à un passage qui est l'espace de la cour et préparant, je cite Goffman, la première forme de la présentation de soi. On remarque que les règles de la propreté des mains et de la bouche sont très codées après le repas, dans le respect des tours, la discrétion et par l'usage des savons différents pour les mains et la bouche et l'emploi des cure-dents et le parfum pour la barbe. Pourquoi ce soin après la moutin à main dans l'étiquette? C'est juste parce que la netteté et le parfum sont exigés pour le passage à la monnaie à main, ce monde subtil de plaisir. Les règles aussi concernent l'ajustement dans la manière de prendre siège et de se situer dans l'espace par rapport à autrui. L'élégance, la délicatesse et le silence doivent être observés dans la façon de s'asseoir, sans s'étendre, s'allonger ou allonger la jambe. La situation du corps du commensal par rapport à autrui est très signifiante, marquant statut et déférence. Ne pas s'asseoir et se lever avant le roi et ne pas s'en approcher que s'il le demande. La tenue à table est très codée et dans le majlis, dans le rapport à son propre corps, donc dans l'autocontact, mais dans le contact avec les corps
et l'objet, les objets de mendication ou le dispositif rituel mis en place dans l'espace. Et là, nous avons des règles d'évitement qui concernent le contrôle des comportements vulgaires, neutralisant l'animalité. Il est défendu de cracher, de se moucher, de rôter, de bâiller, de se gratter, de se salir. Le respect de la retenue, en évitant de jouer avec sa barbe et toucher ses vêtements ou son turban. Dans le cas de la munadama, il est interdit de mettre du désordre dans le dispositif rituel en maniant les fruits, les fleurs et les plantes odorantes, les déchirer, les agiter, les disperser ou les jeter. L'ajustement des gestes de la main dans la prise des nourritures et de la bouche, dans sa façon de manger et de boire, une série d'évitements détaillés que je n'ai pas le temps de proposer, mais qui renvoie à la gloutonnerie, à la faim, au désir, à la saleté, à la sauvagerie et à la vulgarité, et qui sont susceptibles d'entraîner le dégoût. Le respect de ce que Goffman appelle territoire de possession, qui est l'un des 8 territoires du mois. Donc là, je n'ai pas le temps de parler comment s'effectue ce respect du territoire de possession. Je n'ai pas le temps de parler de la retenue dans la monnaie, mais je dois dire que aussi ce roi, il ne faut pas lui présenter des condoléances, il ne faut pas le féliciter, il ne faut pas demander de la musique ou une chanson ou s'en extasier. Il ne faut pas toucher la main du cercle, il faut boire juste la quantité qu'il faut, ne pas s'enivrer, on ne doit pas. Il y a une série en fait d'évitements. Je passe sur l'éthique, il y a toute une éthique, mais l'éthique de la mouroua en tant que prud'homie, mais pas dans son sens arabe anté-islamique, dans le code de l'hospitalité est très est respecté, et le Seigneur aussi a un ensemble a un ensemble d'éléments qui constituent sa propre vertu et qui présente qui constitue du souverain idéal dans les adab sultaniya en général. Je voudrais faire juste une conclusion socio-anthropologique qui est très importante pour moi. La commensalité, comme l'a défini Fischler, est l'un des aspects les plus marquants de la sociabilité humaine, puisqu'elle est un partage de l'être ensemble, comme l'a bien analysé Zimmel, depuis lequel elle est étudiée comme l'expression du vivre ensemble. Dans cette à la mise en place des statuts des actants et à la mise en forme des relations entre les individus appartenant dans le contexte de 2 textes à 2 classes sociales. La table de la cour condense dans son huis clos la gamme de l'interaction du souverain avec ses sujets. Les rituels observés permettent l'accès au style de vie de l'élite et intègrent les sujets par l'incorporation de l'alimentation, de la boisson, mais des règles précises, tout en gardant une relation sociologiquement de type froid, opposée à une relation de type intime, même si la mu'ashara est une relation sociologiquement ancrée, contrairement à celle du su'louk, qui est une relation anonyme, ce dernier est même le mu'ashar, il doit respecter les règles. Le su'louk, l'anonyme, ce dernier est une figure de l'étranger qui peut symboliser la transgression de la norme comme un principe organisateur. Les deux s'adaptent à une normalité qui n'est pas la leur. Le corps du commensal est sémiotisé, il a une place centrale dans la production par la discipline qui prend une dimension performative et scénique, puisque l'art de gouverner est un art de la scène qui se produit en partie dans le milieu de la cour. L'anthropologie politique et les théories de la communication qui étudient le lien rituel, mais avant eux, Ibn Khaldoun dans Sharat al-Mulk signale bien que l'étiquette est le signe du prestige et de la domination. L'étude historique et anthropologique des liturgies politiques montre que plus le pouvoir ressent sa fragilité en son intérieur
et la sécurité autour de lui, plus il se brade d'interdits par souci de sa propre sécurité. Mais la commensalité s'insère dans un système politique totalitaire que le discours de l'adab légitime et consolide en faisant une présentation forte de l'ordre dominant du pouvoir. Cette source culinaire contribue certes par ces deux chapitres à mettre en valeur le raffinement, mais tout en légitimant les fonds de pouvoir absolu. Dans cette littérature, la commensalité est nécessaire, j'ai terminé, pour la convivialité qui repose le roi des soucis de la politique et renouvelle son quotidien pour qu'il soit apte à gouverner. Les manières de table de la classe de loisirs, comme la nomme Veblen, sont en partie témoins du raffinement et en partie des actes symboliques et stylisés de la domination. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie vraiment pour cette intéressante contribution. Et je voudrais m'excuser auprès de mes collègues parce que c'est très intéressant ce que vous dites, mais en même temps, on est tenu par le temps. Si on déborde, ça sera une journée très, très, très longue et on ne va pas finir le programme. Alors, je vais donner la parole à mon ami Mondr Stakli. Je sais qu'il va respecter le temps. Hein. Je sais qu'il va le faire. Et il va nous parler d'un sujet qui est très cher à Mounira. Et je crois que Mounira a écrit quelque chose là-dessus, sur les révoltes, les révolutions, etc. À vous la parole pour 20 minutes, cher. Voilà, عندك قلت لك معامل عليك وعلى ربي. وبعدين هنا فهمت ولا ما انا نقعد Bonjour tout le monde, merci Monsieur le Président. Ce que je veux dire tenait à cœur à Madame Chapoutot, feu Madame Chapoutot. Hier, nous l'avons parcouru, si vous voulez, son itinéraire scientifique, et nous avons passé en revue ce qu'elle aimait. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'elle n'aimait pas. En l'occurrence, le problème de l'extrémisme et du relou, qui lui tenait vraiment à cœur. L'intitulé de mon intervention, c'est une note réflexive sur la terminologie de la rébellion, Bari, et de l'extrémisme relou dans les sources arabes. Je vais commencer par une introduction, remarque et problématique. De nombreux auteurs modernes abordant l'histoire de la théologie et de la jurisprudence de l'islam ont fait focus sur le problème complexe et épineux de la terminologie relative aux actes de la violence, l'extrémisme et l'exagération dans les sources prémodernes sunnites et chiites produites par les fuqaha et les muhaddithoun. Parmi cette littérature savante moderne, nous pouvons citer à titre d'exemple les œuvres de Khaled Abou Fadl, Wilfred Madlong, Waded El Qadi, Patricia Krohn, Joseph Van Hess, Henri Laoust, Asma Asfaruddin, Najam Haidar, et je cite particulièrement Mohamed Amir Mouazi. Et tant d'autres. À la lecture de cette littérature savante, et bien que nous sommes loin d'être spécialistes du droit musulman, nous présentons quelques remarques nous permettant, pensions-nous, de frayer le chemin d'une contribution à ce problème de la terminologie juridique musulmane relative aux actes de la violence et de l'extrémisme. La première insiste sur le fait que les actes de la violence et les mouvements extrémistes, ou plus précisément, traduction entre autres termes du mot roulette, singulier et rallye de l'époque ancienne, et les mots similaires plus tardifs, continuent d'être dans une large mesure un facteur méconnu de l'évolution de la communauté musulmane, tant socio-historique et politique que doctrinale.
Cela s'explique par les difficultés auxquelles doit faire face toute tentative de reconstitution de l'histoire de ces mouvements et de leur pensée, difficultés dues principalement au manque de sources directes et à la dispersion des informations les concernant. Notre seconde remarque suggère que le champ sémantique référent à cette terminologie pourrait se placer dans le sillage, votre attention s'il vous plaît, les mots sont un peu difficiles, dans le sillage de deux expressions latines francisées. La première, c'est jus ad bellum. Et la deuxième, je vais y revenir, jus in bello, qui correspondent au champ complexe du droit musulman développé après le IVe siècle, Xe, par les juristes sunnites et chiites, connus sous le nom de Ahkam al-Burat. Ahkam al-Burat. J'en viens maintenant à jus ad bellum. C'est le droit de faire la guerre en latin. Il concerne la légalité et l'admissibilité de la rébellion et les termes de la justification pour les musulmans de se combattre les uns les autres, ou savoir quand un musulman peut correctement ou se rébeller contre un gouvernement. Quant à l'expression jus in bello, elle signifie spécifiquement l'analyse des bases juridiques référentielles du traitement qui doit être réservé aux rebelles. Remarquons à ce propos qu'en fait, les juristes et musulmans classiques ont difficilement discuté les sujets relatifs au sujet jus ad bellum et mirent l'accent exclusivement sur ceux relevant du jus in bello. Ainsi, ils ont distingué en se référant au Coran et à partir d'une perspective jus ad bellum parmi trois formes d'activisme violent. Le djihad, guerre contre les non-musulmans, le bari, le mot est nouveau pour la plupart, la rébellion, ça veut dire la rébellion contre les gouvernements musulmans, qui existe dans, bien sûr, Al-Hujurat, hein, le Coran 49.9. Et le troisième, c'est la hiraba. La hiraba, le brigandage, qui existe fi Sourate Al-Maïda. Notre première remarque à ce sujet met en exergue le fait que les études modernes se sont focalisées presque exclusivement sur le lexique juridique et théologique usité chez les savants musulmans prémodernes, en ne réservant que peu d'intérêt au champ étymologique, sémantique et historique très large de la terminologie définissant les actes de la violence, de l'extrémisme et de l'exagération, susceptible de nous présenter un aperçu global du sujet et facilitant ainsi l'étude et la lecture de cette littérature très difficile d'accès. C'est dans cette perspective que s'est défini notre présent exposé. Très succinct, en mettant la contribution de la littérature hérésiographique, au mieux doxographique, sunnite et chiite, les dictionnaires lexicologiques, les sources biographiques et les chroniques, notre objectif vise à la fois de pallier aux aléas dans les études modernes concernant l'exiguïté du champ lexical se référant aux termes définissant les actes de la violence et de l'extrémisme en islam. Que mieux comprendre à terme les origines, aussi bien que le premier développement de cette terminologie. Je vais commencer par le premier paragraphe. Les termes référant aux actes de rébellion. Essai d'historisation. Remarquons tout d'abord qu'une complication supplémentaire pour notre sujet réside dans l'ambiguïté du langage employé dans les sources pour décrire les rébellions, les actions violentes, l'extrémisme et l'exagération. Ainsi, celles-ci utilisent des mots multiples dont la signification est principalement récupérable uniquement à partir du contexte d'usage. C'est ainsi que l'utilisation du terme bari, de la racine bara, cité 96 fois dans le Coran, avec une étymologie différente, pour désigner tout acte de rébellion, même de résistance acerbe quiétiste, contre les gouvernants vus comme injustes.
Le mot bari est donc un terme générique pour désigner un ensemble d'actions et de comportements humains qui se manifestent dans les confrontations avec les autorités. C'est dire l'État et les représentants et où la violence ou la menace de celle-ci est imminente. Je vais respecter. Je passe. Maintenant, j'en viens à la terminologie. Lorsqu'on ouvre et on compulse les sources lexicologiques classiques, nous trouvons les termes suivants qui sont l'équivalent du mot bari. Je les cite en passant. Tamarrud, khurouj, masa, masa, mumasa'a, tashawul, shagab, asyan, wuthub, qiyam, hayj, waqa, wakia, fitna, sarra, ghazou, fasad, rahja. Le mot même existe dans l'arabe, d'autres arabes quotidiens, et irhab. Concernant ce dernier terme, irhab, largement en usage aujourd'hui, nous proposons de le définir comme étant, guillemets, causer l'inquiétude, la perturbation ou l'agitation, ainsi que la frayeur. Khawf, irtiya, faza, jaza, dhar, hala, suivant notre traduction littérale et sa définition lexicale prémoderne. Al-iz'aju wal-ikhafa. Nous estimons à ce propos que pour la première fois à notre connaissance, nous dépistons dans la lexicologie arabe ancienne le terme irhab comme désignant l'acte terroriste dans sa signification présente et sous cette appellation et sa structure syllabique consonantique. Je m'excuse, consonantique. Par ailleurs, plusieurs autres verbes et non-verbaux, masdar bien sûr, girondiaux, dérivés de la racine rahaba, désignant la peur et figurant dans le Coran, sont communément connus. Je passe au deuxième. Il reste un troisième, mais bon. Maintenant, comment dire l'exagération et l'extrémisme par les mots? Les dire par les mots. Dans le même sens, notons que de nombreux autres noms verbaux, masadr bien sûr, figurant dans les sources, insinuent l'exagération et l'extrémisme dans les croyances, les actions et les comportements inhérents à la violence politique. Rouleau, le terme roulette signifie rallye, etc. Bon, je passe. Les termes correspondants. حدة شدة تنطع تعمق تجاوز مبالغة شطط إفراط فرط صرف إسراف عصاوة طغيان استبداد ظلم جور عصيان مكابرة جموح عناد. En dernier lieu, سمة. Signalons aussi en ce sens l'ambivalence entre certains de ces termes et ceux désignant les actes de rébellion, à l'exemple de Hussein et de Bari. En ce qui concerne le terme tatarraf, là je voudrais insister sur ce terme-là. En ce qui concerne le terme mutatarraf, de la racine tarafa, inexistant dans le Coran et chez les lexicologues prémodernes, tout comme le terme intifada. Notons qu'il signifie chez ces derniers, je cite, atteindre, c'est ma propre traduction, atteindre l'extrême sans spécifier aucune relation avec la rébellion, l'extrémisme ou l'exagération violente. Que nous disent les lexicologues? Quelque chose qui va loin, nous disent les lexicologues, devient le bout de sa limite. تطرف الشيء صار طرفا وطرف كل شيء منتهاه. Je passe à la troisième, s'il faut dire, un calvaire. Troisième paragraphe.
En conséquence, et suite aux analyses étayées présentées par les savants, c'est le dernier paragraphe, bien sûr, modernes, qui ont fait focus sur le problème, etc. Et nous appuyons sur l'élargissement soutenu de son champ sémantique et étymologique auquel nous espérons avoir contribué. Sommes-nous aujourd'hui en droit de nous interroger sur la validité de faire usage du terme tatarruf dans les discours modernes? Cela ne relève-t-il pas de l'ordre de l'anachronisme de l'amalgame dans le cas de la validation de notre travail et cette tentative de spéculation contextualisée et historicisée de la terminologie? Partons du cas d'Al-Hatan. Bon. Je vais passer, parce que je sens que je suis un peu long, bien que j'ai mis ma montre devant moi, mais je ne l'ai même pas regardé. Toujours, et j'insiste sur ce point, toujours dans la perspective de lever les équivoques et les amalgames commis par les usages modernes. Khaled Abou el-Fadl, qui est un grand spécialiste international du droit musulman, signale l'aspect anachronique et confus dans l'expression guerre sainte pour désigner le djihad comme un acte de violence. La guerre sainte, précise-t-il, très important, est un concept socio-historique, mal défini et mal utilisé. Comme d'autres concepts mal compris et hautement politisés, tels que terrorisme et fondamentalisme, il suscite de fortes réactions émotionnelles et intellectuelles. Bien que l'idée de guerre sainte soit le produit unique de la culture chrétienne européenne, il est souvent utilisé pour projeter l'expérience normative occidentale sur des cultures enracinées dans un ensemble de circonstances sociopolitiques entièrement différentes. Ce processus est évident dans la façon dont l'Occident aborde l'idée islamique du djihad, qui est souvent assimilée à guerre sainte, entre guillemets, et considérée à tort comme synonyme de violence islamique. J'arrive à la conclusion. Mais la moitié du texte, bon, je l'ai laissé tomber. De notre temps, les visions et les consciences sont troublées par les usages confus et anachroniques, ainsi que les amalgames dans le traitement de la nomenclature relative à la révolte et à l'extrémisme et ses significations. Celle-ci continue à être largement diffusée par les médias populaires et même par la littérature érudite islamophobe, ou celle-ci s'y opposant, ou celle s'y opposant, puisse ce modeste essai ouvrir la brèche à d'autres investigations et contribuer, je termine, à attirer l'attention sur la nécessité impérative d'éviter les anachronismes et les amalgames dans l'usage moderne de cette terminologie. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher Monver. C'est vraiment toujours un plaisir de vous écouter. Vous apportez toujours du neuf. Et je voudrais juste signaler qu'il y a 10-15 ans, notre laboratoire, auquel nous appartenons tous deux, a organisé une journée ou un colloque sur les révoltes dans le monde de l'islam. Et Mounira Chapoteau a consacré tout un article sur les mots de la révolution ou de la révolte. Donc, elle a abordé le rouleau, etc. Donc, ça serait bien peut-être de faire un dialogue avec Mounira, mais vous n'êtes pas tout à fait dans la même perspective. Je vous remercie. Alors, je vais appeler Madame Koltomze, la doyenne, si vous pouvez. Merci beaucoup.
céder la place. Madame Maya Garbi aussi. Madame Mziou va nous parler, elle est juriste. Vous la connaissez mieux que moi. Elle va nous parler de la Oumma à la nation à travers les textes. Donc à vous la parole, chère madame. Merci, Monsieur le Président. Voulant rendre hommage à notre collègue et ami Mounira Chapoutot, et étant juriste, j'ai choisi un sujet qui conjugue les deux disciplines, histoire et droit. Et j'ai choisi plus particulièrement le droit de la nationalité. Le droit de la nationalité est chez nous un droit paisible. Le Code de 1963, toujours en vigueur, n'a pas subi de grands bouleversements. Cela n'a pas toujours été le cas. Ce calme, qui dure depuis une soixantaine d'années, contraste avec l'histoire mouvementée de la matière durant la période antérieure. Jusqu'au XIXe siècle, la Tunisie était une province turque faisant partie de l'Empire ottoman. Mais les habitants de la Tunisie n'avaient pas pour autant la nationalité ottomane, celle-ci n'existait pas encore. L'appartenance à la communauté se fondait sur un critère religieux. Les musulmans étaient toujours considérés comme membres de la communauté où ils se trouvaient, même s'ils venaient d'une autre contrée et il était partout régi par le droit musulman. La distinction ne se faisait donc pas entre nationaux et étrangers, mais entre musulmans et non musulmans. Il y avait également sur le même territoire, aux côtés de la communauté musulmane, les dhimmi, monothéistes soumis à leurs propres lois en matière de statut personnel et redevables d'un impôt particulier, la jizya. La Tunisie faisait alors partie de la Oumma. Des textes juridiques vont jalonner sur plus d'un siècle et demi l'évolution humaine de la Oumma à un État-nation d'honneur de nationalité. Cette évolution confirme les liens étroits entre le droit et l'histoire, mais elle révèle une singularité. Le droit est certes le produit de l'histoire, mais notre droit de la nationalité est bien plus que cela. Il raconte lui-même l'histoire. Et cette histoire se décline en 3 temps. Le premier temps s'ouvre avec le pacte fondamental. Ce pacte, inspiré des chartes ottomanes, voire de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, est une déclaration des droits des sujets du bey et de tous les habitants promulguée par Mohammed Bey le 10 septembre 1857. Il proclame la sécurité absolue des personnes et de leurs biens à tous les sujets du bey et habitants de la régence. L'égalité devant la loi et devant l'impôt pour tous les sujets, la liberté de conscience pour les juifs et donne aux étrangers le droit d'accès à la propriété et le droit d'exercice de toutes les professions. Le pacte fait une distinction entre les sujets du royaume et les étrangers. À propos des sujets, l'article 8 précise, je cite, « Tous nos sujets, musulmans ou autres, seront également soumis aux règlements et usages en vigueur dans le pays. Aucun ne jouira à cet égard
de privilèges sur un autre. Fin de citation. Les sujets sont donc les musulmans et s'y ajoutent les juifs autochtones qui ne relèvent d'aucune puissance étrangère. Les Tunisiens ne sont pas tous musulmans, les Israélites sont des Tunisiens à part entière. Il y a là un changement important. Le critère d'appartenance à la communauté n'est plus religieux. De plus, ces Tunisiens musulmans et juifs sont égaux entre eux et soumis aux mêmes lois et aux mêmes impôts. Que nous dit le pacte? Que raconte-t-il? Il raconte la fin d'une période. À partir du XVIIe siècle, plus nettement au XVIIIe, il se produisit un mouvement en faveur de l'autonomie de la Tunisie en tant qu'État souverain à l'égard de l'Empire ottoman. La dynastie husseynite devenait plus forte et manifestait des signes d'indépendance. Refus d'Ahmed Bey de donner suite aux injonctions ottomanes de supprimer le drapeau tunisien, refus d'appliquer la charte de Gülhane du 3 novembre 1939, de payer tribut annuel au sultan et de s'en tenir aux instructions de Laporte en matière de politique étrangère. Le pacte fondamental acte ainsi pour la Tunisie l'effondrement d'un système séculaire et une remise en question de tout l'ordre ancien. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de zimmi, de jizya. Il y a une souveraineté naissante, une communauté à la recherche d'une certaine autonomie. Cette communauté affirme l'égalité devant la loi et devant l'impôt de tous les sujets et institue par là même un état de droit qui bouleverse les lois socio-religieuses qui prévalaient dans la Régence. Mais le pacte ne peut être dissocié du contexte dans lequel il est intervenu. Le risque de soulèvement de la population à cause d'un nouvel impôt, la mejba, les volontés réformistes de Khaireddin Besha, le poids grandissant de la colonie étrangère qui avait intégré dans ses revendications celle de la communauté juive locale, les pressions politiques de la France et de la Grande-Bretagne à propos des réformes exigées à la suite de l'affaire Suez, ces puissances soutenues dans leur démarche par des démonstrations navales, une escadre de la marine française était en stationnement à la Goulette. Le pacte raconte donc la fin d'un système, mais traduit également l'importance de certaines puissances étrangères. En même temps que le pouvoir husseynite s'affranchissait de la tutelle ottomane et que se manifestait un désir d'émancipation et d'identité propre, il laissait deviner la volonté hégémonique des Occidentaux. Ceci est confirmé par la Constitution du 26 avril 1861, véritable charte des droits de l'homme, faisant de la Tunisie une sorte de monarchie constitutionnelle. Certaines de ces dispositions intéressent le droit de la nationalité. La Constitution entérine le changement. On y invoque clairement les Tunisiens musulmans et non musulmans. Et elle ajoute, concernant la nationalité, un principe, celui de l'allégeance perpétuelle. Je cite, « Tout Tunisien qui se sera expatrié pour quelque motif que ce soit, quelle était du reste la durée de son absence, qu'il se soit fait naturaliser à l'étranger ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu'il rentrera dans le royaume. » Fin de citation. Que traduit ce texte? Est-ce l'expression d'un lien indestructible entre l'État et les personnes qui constituent sa population? L'expression d'une sacralité du lien religieux ou communautaire? Le principe de l'allégeance perpétuelle est ici affirmé en réaction
aux pratiques de certaines puissances étrangères pour remédier aux abus de la protection diplomatique. En effet, les consuls étrangers, suivis de certains consuls européens, pour étendre leur juridiction, avaient accordé leur protection à des sujets tunisiens, musulmans ou juifs, qui se réclamaient donc d'origine étrangère, algérienne, italienne ou autre, et qui, du fait de cette protection, étaient soustraits à la suggestion du B. Mais la riposte est dérisoire, elle est vaine. Quelques années plus tard, le protectorat est installé et avec le protectorat s'ouvre le deuxième temps. Les textes tunisiens et français intervenus lors du protectorat racontent tous une même histoire. Ils racontent une souveraineté naissante et déjà confisquée. Le protectorat amène en effet un effacement de la souveraineté tunisienne au profit de la France. La Tunisie, qui aspirait à devenir une nation souveraine, va se voir dépouillée du droit de déterminer librement ses nationaux, de définir son patrimoine humain. Très vite, la France va prendre la main sur la question. Le 8 février 1899, un décret français est pris pour permettre aux Tunisiens de se faire naturaliser français. Mais il ne s'agissait pas de binationalité. Ce décret était venu ouvrir une brèche au principe de l'allégeance perpétuelle posé par l'article 92 de la Constitution tunisienne. Désormais, le Tunisien qui devenait français perdait la nationalité tunisienne. Ce décret sera confirmé par d'autres textes facilitant l'accès à la nationalité française des Tunisiens, provoquant des mouvements de protestation dans la population et des remous, essentiellement lors de l'inhumation des Tunisiens musulmans naturalisés. Avec le temps, la population de la Tunisie devient moins homogène. Avec le protectorat, il y a l'installation de colons français, s'y ajoutent des mouvements migratoires venus d'autres pays européens. Il fallait clarifier la situation. En effet, les deux textes, le pacte fondamental et la Constitution de 1861, différencient Tunisiens et étrangers, mais ne permettent pas de dégager les critères permettant de distinguer les sujets des non-sujets. On sait seulement qu'il y a des Tunisiens et des étrangers. En particulier, une question demeure posée. Comment distinguer un Tunisien musulman d'un autre musulman? Le décret bellical du 19 juin 1914 reprend des solutions dégagées par la jurisprudence et établit clairement des critères permettant de distinguer le Tunisien de l'étranger. Il y a tout d'abord l'affirmation du jus sanguinis, le droit du sang. Tout individu né en Tunisie ou à l'étranger d'un père tunisien ou si le père est inconnu, d'une mère tunisienne est tunisien. Mais pouvait être également tunisien parce que résidant en Tunisie, tout individu auquel aucune puissance étrangère ne daignait attribuer sa nationalité. Devenaient ainsi tunisiens ceux dont personne ne voulait. On a parlé à ce propos de décret poubelle. Avec le décret bellical du 8 novembre 1921, le jus soli, le droit du sol, fait son entrée dans la législation tunisienne. Le décret se contente de prévoir une disposition tout à fait classique. Tout individu né sur le territoire du royaume de parents dont l'un y est lui-même né est tunisien. Mais il ne s'agissait nullement d'un acte de souveraineté. Bien au contraire, un décret français du même jour
faisait instantanément de ces Tunisiens des citoyens français. Alors que le territoire tunisien n'a jamais été français, la naissance en Tunisie était utilisée pour attribuer la nationalité française. Le décret tunisien du 8 novembre 1921 n'était en réalité qu'une passerelle vers la nationalité française. La France cherchait en effet à assimiler les étrangers européens, italiens, maltais, espagnols, dont le nombre devenait important et dépassait celui des Français. Ce subterfuge a été ensuite abandonné. Le jeu du jus soli tunisien en faveur de la nationalité française sera confirmé par la loi française du 20 décembre 1923, je cite, « est français tout individu né dans la régence de Tunis de parents dont l'un est lui-même né dans la régence ». Les étrangers d'origine européenne devenaient ainsi automatiquement français par la naissance sur le sol tunisien sans avoir à acquérir auparavant la nationalité tunisienne. Il a même été jugé sur ce point que le jus sanguinis tunisien ne pouvait être opposé à l'application du texte. L'individu né en Tunisie d'un père tunisien et d'une mère italienne elle-même née en Tunisie est français. Cette situation va perdurer jusqu'en 1955 et s'ouvre alors le troisième temps. Avec l'autonomie interne, la Tunisie se voit reconnaître des pouvoirs en matière de nationalité. La Convention franco-tunisienne du 3 juin 1955 sur la situation des personnes prévoit, je cite, que la Tunisie pourra librement fixer sa nationalité. Aussi, le premier code voit le jour le 26 janvier 1956. C'est un code moderne. Outre le jus sanguinis, la nationalité tunisienne pouvait désormais être acquise par mariage et par naturalisation. Le principe de l'allégeance perpétuelle est abandonné. Il pouvait y avoir perte et déchéance de la nationalité. Mais le code porte la marque de l'autonomie interne. En effet, la Tunisie pouvait fixer librement sa nationalité, mais la Convention le précise, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants. Il est ainsi prévu, entre autres, que pendant 15 années, à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, c'est-à-dire le 1er mars 1956, la naissance sur le territoire tunisien continuera à jouer au profit de la France. Ainsi, selon la Convention, et jusqu'au 1er mars 1971, tout individu né en Tunisie de parents étrangers, l'un et elle lui-même né, est français. Le code de janvier 1956, antérieur à l'indépendance, respecte les engagements vis-à-vis de la France. Le code reconduit le jus soli comme cas d'attribution de la nationalité tunisienne, mais respecte les concessions faites à la France. Il se contente de faire jouer le jus soli pour éviter l'apatridie. Et tunisien, l'enfant trouvé, l'enfant né de parents inconnus et l'enfant né de parents apatrides résidant en Tunisie depuis 5 ans. La souveraineté tunisienne est reconnue, mais limitée. Le Code de 1963, en revanche, est l'œuvre de la Tunisie indépendante. Le Code reconduit pour le jus soli les cas déjà prévus qui permettent d'éviter l'apatridie, mais ajoute 2 autres cas. Le premier concerne l'enfant né d'une mère tunisienne et d'un père étranger. Il est tunisien s'il est né en Tunisie. La disposition associe donc jus sanguinis maternel et jus soli. Cette disposition a été modifiée en 2010. Désormais,
la mère transmet sa nationalité tunisienne à ses enfants, peu importe le lieu de naissance. L'adjonction du jus soli devient superflue. Le deuxième cas d'attribution de la nationalité tunisienne est celui de l'enfant né en Tunisie, dont le père et le grand-père paternel y sont eux-mêmes nés. 3 naissances en Tunisie dans la lignée paternelle permettent désormais l'attribution de la nationalité tunisienne. Il est traditionnellement soutenu que les pays d'émigration retiennent principalement le jus sanguinis, alors que les pays d'immigration qui souhaitent intégrer les étrangers et augmenter le nombre de leurs citoyens vont avoir un recours plus important au jus soli. En 1963, peu de temps après l'indépendance, la Tunisie n'est pas un pays d'immigration, mais d'émigration. De plus, en raison de problèmes économiques, l'État ne cherche pas à augmenter ses nationaux. Il cherche au contraire à en limiter le nombre en mettant en place une politique énergique du planning familial. Le recours au jus soli, au-delà des cas permettant d'éviter l'apatridie, ne s'explique donc pas par une volonté d'accroître le nombre des Tunisiens. Tout en modernisant le code, l'attribution de la nationalité tunisienne par la naissance en Tunisie était en 1963 une décision politique. Restrictif, puisqu'il faut 3 naissances consécutives dans la lignée paternelle, ce cas d'attribution de la nationalité par le jus soli est un moyen de signifier à la France que la Convention sur la situation des personnes, qui prévoyait que pendant 15 ans, la naissance en Tunisie jouait au profit de la nationalité française, cette convention était caduque, tacitement abrogée, que désormais la Tunisie recouvrait sa liberté de légiférer en la matière. En effet, en 1963, les 15 années prévues par la Convention ne sont pas encore écoulées. Suite à cela, la France a protesté et soutenu que les conventions du 3 juin 1955 ne pouvaient être abrogées, selon le principe du parallélisme des formes, que par une convention adoptée selon la même procédure, ce qui n'était pas le cas du protocole du 20 mars 1956. Le gouvernement tunisien a rétorqué que la France est engagée par le texte du 20 mars 1956, qui étant incompatible avec les conventions de 1955, les a nécessairement abrogées. Conformément au droit international, il appartient désormais à la Tunisie de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. C'est, en fin de compte, l'affirmation par la Tunisie de sa pleine souveraineté que nous racontent les textes de ce troisième temps. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très intéressant qui retrace en fait la naissance de la citoyenneté tunisienne de 1861 jusqu'à nos jours. Et c'est un problème actuel parce que lors des élections présidentielles, nous avons vu qu'il y a des Tunisiens qui ont du mal à prouver que leurs ancêtres sont aussi des Tunisiens, parce que je crois que la loi demande qu'il y ait 3 ou 5 arrières. 3, voilà. Donc c'est un problème à la limite actuelle et je vous remercie infiniment. Je vais donner donc maintenant la parole à Madame Maya Gharbi qui va nous parler un peu le répondant de Simon de Saclay, guerre et épidémie à Carthage dans la bibliothèque historique de Diodore de Sicile. Nous sommes à Carthage, nous sommes en face des remparts de Carthage aussi, Madame. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je dois d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir offert cette opportunité de contribuer à cet hommage rendu à ma chère professeure Mounira Chapoutou. Donc, toutes les dates que je donne sont bien évidemment avant Jésus-Christ.
Donc, alors, dans le récit qu'il nous a livré sur des guerres entre les Carthaginois et les Grecs de Sicile à la fin du 5e siècle et au cours des premières décennies du siècle suivant, Diodore de Sicile, un auteur grec de langue grecque qui a vécu donc à l'époque romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc Diodore de Sicile évoque une série de maladies pestilentielles qui frappent les armées carthaginoises stationnées en Sicile. Ainsi, quand cet historien grec évoque pour la première fois le loïmos. Le loïmos, c'est le mot grec qui désigne la pestilence, qui était traduit auparavant par peste, mais qu'on traduit désormais par pestilence parce que le bacille de Yersin n'était pas connu dans l'Antiquité. Donc, quand cette épidémie frappa les Carthaginois en 406, c'est d'abord l'armée stationnée à Agrigente qui est touchée. La maladie continue ensuite de faire des ravages chez les Carthaginois par vagues successives jusqu'en 379 avant Jésus-Christ pour ne plus être mentionnée par la suite, sauf une seule fois en 212, mais non 212 lors de l'affrontement entre Romains et Carthaginois durant la deuxième guerre punique. Mais là, cet exemple, je n'en tiens pas compte. Toutefois, de toutes les pestilences qui touchent les Carthaginois, c'est surtout à propos de la maladie qui sévit en 396 à Syracuse et dans une moindre mesure de celle qui se déclara en 406 à Agrigente que l'on dispose de plus de détails, tandis que les informations relatives à l'épidémie en Afrique restent fort succinctes. À la lumière de ces quelques témoignages, nous allons tenter d'élucider les circonstances de l'apparition de la maladie, d'en analyser les symptômes en vue d'essayer de déterminer la nature du fléau qui s'abat sur les Carthaginois. Ceci nous conduira à examiner l'impact de l'épidémie sur la société carthaginoise et à évaluer les remèdes apportés à ce mal, en mettant surtout l'accent sur la dimension religieuse dans le traitement de la pestilence telle qu'elle se dégage de la narration de Diodore. Dans un dernier volet, nous tenterons de montrer comment la conception morale de l'histoire chez Diodore conduit l'auteur à adopter une écriture où la mise en scène dramatique participe à faire des Carthaginois un exemple extrême d'impiété qui mérite le châtiment divin. Alors, la première vague, donc, je vais parler de la pestilence, des symptômes et du contexte de l'apparition de la maladie. La première vague de l'épidémie se déclare dans le printemps de l'année 406. Elle se propage rapidement parmi les soldats stationnés en grand nombre dans le camp carthaginois au sud-ouest de la ville d'Agrigente, d'où la rapidité de la contamination. En fait, les forces carthaginoises étaient réparties entre deux camps, un camp au nord-est de la ville et un autre, et le second au sud-ouest, sur un terrain plat, d'où le besoin de le protéger derrière un fossé et une palissade. Les travaux conduits sous le contrôle du général carthaginois Hannibal ont nécessité le démantèlement de tombeaux monumentaux autour de la ville afin de se procurer la pierre nécessaire à l'ouvrage défensif. C'est dans ce camp que la pestilence éclate tout de suite après l'achèvement des travaux. Elle emporta le général carthaginois ainsi qu'un grand nombre de soldats. Sur les circonstances du déclenchement de la maladie, Diodore ne dit rien. Il mentionne seulement quelques symptômes chez les personnes contaminées. Celles-ci souffraient essentiellement de maux terribles, de convulsions, et elles étaient atteintes de délire, sans doute à cause de la fièvre. On est mieux renseigné, en revanche, sur l'épidémie de l'année 396, qui se profile dans le camp de Syracuse. Le mal se déclenche comme à Agrigente, dans un milieu marqué par une forte concentration de soldats, mais cette fois, d'autres facteurs contribuent à la propagation de la maladie. La forte chaleur de l'été, d'un côté, et le terrain marécageux sur lequel est établi le camp carthaginois de l'autre. Diodore rappelle à ce propos que l'endroit fut par le passé le théâtre d'une autre pestilence qui avait fait de nombreuses victimes parmi les soldats athéniens assiégeant Syracuse en 413. Donc c'est dans Diodore, le livre 13, paragraphe 12.
Les facteurs mentionnés sont certes favorables à la propagation des maladies infectieuses, mais on pourrait penser que les soldats arrivés d'Afrique portaient déjà le germe pathogène de l'affection, puisqu'une pestilence sévissait en Afrique au moment où la guerre fut déclarée aux Carthaginois par Denis, tyran de Syracuse, en 398. Ceci expliquerait d'ailleurs que les Libyens furent les premiers à être touchés par la maladie. Donc là, je dois juste préciser que, pour ceux qui ne savent pas, l'armée carthaginoise étant une armée de mercenaires, donc elle était formée par des contingents recrutés un peu autour de la Méditerranée, parmi les mercenaires, donc, et par des sujets libyens, donc les populations autochtones de l'Afrique du Nord à cette époque. Pour ce qui est des pestilences qui se prolongent à Carthage même et en Libye, Diodore mentionne une première qui s'est fait en 405, donc juste au lendemain du retour des soldats d'Agrigente, tandis qu'une deuxième vague, elle frappe les Carthaginois en 379. Elle est mentionnée brièvement, le livre 15 de Diodore de Sicile. Concernant ces deux vagues, l'historien d'Agirion ne donne pas de précision sur la maladie ni sur les causes de son apparition. Nous pourrions cependant avancer à titre hypothétique que la première vague résulterait d'une contagion par le biais des soldats rentrés d'Agrigente. Comme pour certaines épidémies qui ont touché d'autres régions autour de la Méditerranée en Antiquité, des historiens modernes ont tenté de cerner la nature du fléau qui frappa les Carthaginois. Pour ce faire, l'examen des symptômes décrits par Diodore de Sicile à propos de la pestilence de l'année 396 ont conduit Littmann, dans un article paru en 1984, à établir un parallèle avec la peste, entre guillemets, la peste d'Athènes, qui, elle, a sévi donc à Athènes 27, et de conclure à une épidémie variolique. Les conclusions de Littmann ont été reprises par les éditeurs du livre 14 de Diodore de la Bibliothèque historique sans plus d'arguments. En effet, parmi les symptômes décrits pour la pestilence de Syracuse, certains se rencontrent effectivement dans la description donnée par Thucydide à propos de la peste d'Athènes. Fièvre, grande douleur, inflammation des voies respiratoires, diarrhée, amnésie et surtout l'apparition d'éruptions sous forme de pustules qu'on appelle désignées dans le texte grec par phliktainai. Surtout, donc, ces éruptions, ces pustules apparaissent sur toute la surface du corps. En outre, Diodore insiste sur la virulence de la maladie et la rapidité de la contagion qui pourrait provoquer la mort au bout de 5 à 6 jours, alors qu'à Athènes, la mort survient au bout du 8e ou du 10e jour. En réalité, les symptômes ainsi décrits sont présents dans d'autres maladies infectieuses, en particulier le typhus et la rougeole. Mais le fait que l'éruption cutanée produise des lésions saillantes et vésiculaires fait pencher vers le diagnostic d'une épidémie de variole. Toutefois, il existe des différences entre l'épidémie de Syracuse et celle d'Athènes décrite par Thucydide, ce qui rend problématique le diagnostic de la même pathologie dans les deux cas. En outre, des études plus récentes mettant à contribution les données paléogénomiques et les analyses de biologie évolutive remettent en question l'ancienneté de la variole moderne et réfutent qu'elle ait pu exister durant l'Antiquité sous la forme que nous connaissons et qui fut éradiquée dans les années 70 du XXe siècle. Donc je renvoie ici au livre de Fleming et d'un article de Newfield paru récemment en 2022. Donc les études qui ont été faites renvoient plutôt à la pestilence à la peste antonine qui date du IIe siècle de l'ère chrétienne, mais qui est aussi comparée à la peste elle a été diagnostiquée comme étant une variole en comparaison avec la peste d'Athènes aussi. Par conséquent, il serait plus prudent de ne pas mettre de nom sur l'épidémie qui sévit à Carthage et dans les rangs des armées puniques stationnées en Sicile. Quoi qu'il en soit de la nature de cette maladie et du nom qu'on lui donne, il est clair que celle-ci était endémique et qu'elle était particulièrement meurtrière.
En effet, si l'on croit Diodore, l'épidémie de l'année 406 emporta, outre le général Hannibal, plus de la moitié de l'effectif de l'armée punique. Un chiffre probablement exagéré, puisque ces pertes humaines n'empêchèrent pas Hamilcar, qui succéda à Hannibal, de continuer le siège d'Agrégente et de remporter une victoire sur les armées grecques en 405. En revanche, la pestilence qui frappa le camp carthaginois à Syracuse en 396 contribua largement à la déroute des armées puniques conduites par Hamilcar face aux troupes grecques sous le commandement de Denis, tyran de Syracuse. Face au désastre subi par les armées carthaginoises, le discours de Diodore est ambivalent entre une approche qu'on pourrait qualifier de rationnelle, dans laquelle l'historien avance des explications logiques telles que je l'ai mentionné tout à l'heure, et il mentionne des explications logiques sur l'environnement dans lequel la maladie est apparue, et une attitude irrationnelle qui voit dans cette épidémie un châtiment envoyé par la divinité pour punir les Carthaginois de leurs actes impies. Nous verrons que les Carthaginois eux-mêmes semblaient partager ce sentiment et se tournèrent vers les divinités grecques pour solliciter le secours face au mal qui les frappa. Et si les dieux étaient contre Carthage? Donc, je pose cette question. Alors, il est clair que pour Diodore de Sicile, de telles calamités sont le résultat de la colère des dieux offensés et traduisent par conséquent le châtiment infligé aux Carthaginois à cause des outrages, comme je viens de le dire, commis à l'encontre des divinités grecques. Cette opinion est exprimée de manière explicite pour la pestilence de l'année 396, et pour celle de l'année 378. En revanche, elle est suggérée implicitement pour ce qui est de la maladie de l'année 406. En effet, concernant la pestilence du camp d'Agrégente, Diodore se contente d'insinuer que la maladie est la conséquence de la profanation des tombeaux monumentaux, dont celui de Théran, vainqueur d'Hymère en 480. Donc la référence à Théran, elle est très significative puisque Hannibal, qui fut emporté par la peste de 406, était retourné en Sicile pour venger son aïeul qui fut tué à Hymère en 480. En tout cas, c'est ainsi que Hamilcar, lieutenant d'Hannibal, et celui qui lui succédera dans la conduite des opérations militaires en Sicile jusqu'en 396, interprète le désastre qui frappe l'armée carthaginoise. Il s'empresse alors d'arrêter le démantèlement des tombeaux afin d'apaiser les mains des morts, puis cherche à gagner la faveur des dieux en offrant des sacrifices sanglants à Chronos, donc grec, et Baal, amant carthaginois, et à Poséidon, selon les rites carthaginois, nous dit Diodore dans le livre 13, le paragraphe 86 du livre 13. Le châtiment infligé à Hannibal semble toutefois excessif au vu de l'acte commis. La profanation des tombes est certes un geste sacrilège, mais dans la hiérarchie des impiétés, c'est le pillage des temples qui constitue l'acte le plus grave de tous, puisqu'un tel geste est considéré comme étant une atteinte à la divinité elle-même. Diodore le dit dans le livre 8 de sa bibliothèque historique, et je renvoie ici à un travail intéressant de Lisa Howe, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus. C'est un livre qui est paru en 2016. Or, il se trouve que 3 ans plus tôt, lors de la première guerre carthaginoise en Sicile, qui eut lieu en 409-408, ce même Hannibal agit avec beaucoup de cruauté envers les habitants de Célinante et d'Hymère, puis procède au pillage de leurs sanctuaires avant de les incendier. Ceci nous est raconté longuement dans un chapitre du livre 13, l'impiété, dans le chapitre 57, plus précisément. L'impiété du général... L'impiété du général carthaginois est telle que l'historien d'Agirion déclare que les Carthaginois, je cite, les Carthaginois n'épargnent le sang humain que pour violer plus sûrement les demeures consacrées aux dieux. Ainsi, le désastre qui frappe les Carthaginois en 406, avec la peste qui décime les soldats et provoque la mort d'Hannibal, serait la réponse divine aux profanations des tombeaux à Agrégente, certes, mais aussi aux atteintes faites aux divinités grecques en 409-408.
Cette crise donc qui emporta le général carthaginois fut surmontée très rapidement puisque Émile continue le siège d'Agrigente et la détruit. Et là, il réussit à gagner la faveur des dieux et à préserver le salut de sa patrie, mais pas pour longtemps. C'est lors de la deuxième guerre en 396, donc dans le siège de Syracuse, que les armées carthaginoises vont connaître les plus grands désastres. Donc, Émile Caen procède encore une fois à des actes sacrilèges en détruisant les tombeaux aux alentours de la ville et en pillant les temples de Déméter et de Corée, deux divinités protectrices de Syracuse et très populaires en Sicile grecque. La vengeance des divinités ne se fait pas attendre. Une pestilence se propage dans le camp carthaginois, emportant un grand nombre de soldats et affaiblissant l'armée punique rendue incapable de résister aux attaques des armées grecques. Émile Caen subit une grande défaite et doit regagner secrètement Carthage en compagnie du seul corps de citoyens de Carthaginois. Tout au long du récit consacré à cette vague de l'épidémie, Diodore insiste dès le début, et avant même de décrire la maladie et les circonstances de son déclenchement, sur le lien direct entre le mal qui frappe les Carthaginois et l'impiété du général Émile Caen. Alors, dans le paragraphe 63 du livre 14, je cite, voilà ce que nous dit Diodore, en parlant du pillage du sanctuaire de Déméter et de Corée, Diodore nous dit qu'Émile Caen il attira bientôt sur lui le châtiment que mérite son acte sacrilège. Bientôt, en effet, ces affaires allèrent de chaque jour plus mal et une épidémie éclata. Donc, la même idée est rappelée encore dans d'autres paragraphes du même livre. Cette profanation, en fait, du sanctuaire de Déméter et des dieux, c'est le point extrême dans la hiérarchie des impiétés, un point atteint par Émile Caen qui va subir le pire des châtiments. Or, étant donné que ce dernier agit au nom de l'État carthaginois, la vengeance des divinités offensées se porte sur l'ensemble des Carthaginois et non pas seulement sur la personne du général. Donc, suite à ce désastre, Carthage connaît une grave crise morale et politique. Émile Caen se donne la mort, signalant ainsi la fin du règne des Magonides au pouvoir à Carthage depuis plus d'un siècle, et les Libyens se révoltent contre les Carthaginois et menacent même Carthage dans son existence. Face à de telles calamités, les Carthaginois, soucieux de se rendre propices les divinités offensées, décident d'introduire officiellement le culte de Déméter et de Corée dans la cité de Carthage. Et voilà. Alors, l'empreinte religieuse qui se dégage des passages étudiés, avec en particulier le thème de la vengeance divine développé ici, mais qu'on trouve également dans d'autres parties de la bibliothèque, montre la dimension moralisatrice de l'écriture de l'histoire chez Diodore. Ce thème, plus fréquemment utilisé dans les livres qui traitent de l'histoire sicilienne, à savoir les livres 13 à 15 et le livre 20, s'applique plus souvent aux Carthaginois, prouvant ainsi le parti pris patriotique de Diodore ou de sa source, parce qu'on sait que donc, la source c'est plutôt Timée, et par conséquent son sentiment anti-carthaginois. Cette construction idéologique dans la pensée de Diodore est perceptible dans un récit construit sur la dramatisation. Juste, j'ajouterai pour cet aspect de la dramatisation dans le récit le récit de Diodore et la conception moralisatrice de l'histoire, que tout au long de ce récit, mais qui n'est pas très très long, on va constater que le thème du châtiment reçu pour les actes d'impiété revient très souvent. Il est répété dans le chapitre, entre le chapitre 63 et 76 du livre 14, peut-être 4 ou 5 fois. Mais cette idée, elle est en revanche
exprimé de manière subtile pour la peste de 406, où simplement Diodore dit qu'il évoque la crainte, je cite, la crainte excessive, c'est la traduction qu'on donne à deisidaimonía, au terme grec deisidaimonía. Donc, en 406, il insinue, ne dit pas tout à fait explicitement il n'établit pas le lien explicite. Donc, un dernier point dans cette construction dramatique, ce sont les scènes pathétiques qu'il évoque dans la description de certains, en l'occurrence d'une bataille navale, où voilà ce qu'il dit en décrivant les navires grecs, les vaisseaux grecs partant, les vaisseaux carthaginois en train de brûler. Il nous dit, et vraiment, lorsque les flammes montant des vaisseaux de charge allèrent embraser aussi les antennes, le spectacle devint pour les gens de la ville une vision de théâtre, et dans les barbares en train de périr, ils croyaient voir des impies frappés par la foudre. C'est dans le paragraphe 73 du livre 14. Non, c'est bon, juste je termine. Juste une phrase. En construisant donc ce discours basé sur la théâtralisation et la dramatisation, Diodore s'adresse sans doute à des lecteurs qui sont à la recherche du sensationnel et du pathétique, un goût fort répandu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et je vous remercie. Excusez-moi pour vous avoir... Merci. Je m'excuse encore une fois auprès de mes collègues. Les arrêter, c'est toujours un... Je le fais par contrainte. نحب نشكركم كل الزملاء ونرحب بالأخوة الحاضرين معنا جاوا من الدول العربية اللي جا أعتقد مرحبا بهم في بيت الحكمة والنقاش مفتوح إن أمكن نجم تاخذ غاديك أيام إذا كان ثم بعض الأسئلة هذه يجي عندنا 4 ساعات. Allez-y, Jean. Merci de me donner la parole. Puisqu'il n'y a pas de questions, je voudrais intervenir parce que les communications de ce matin m'ont remis à l'esprit les discussions que nous avions, Mounira et moi, en particulier sur le rapport entre le passé et le présent, et cette proximité absolument extraordinaire. Et la communication de CM a rappelé ces discussions sur les plaisirs de la table, mais aussi les différences entre la gastronomie, la cuisine du terroir, la cuisine familiale, etc. La deuxième communication, elle est vraiment à l'ordre du jour, avec la volonté politique et idéologique d'amalgame des mots tels que nous le voyons actuellement au Moyen-Orient. C'est un exemple absolument extraordinaire. La troisième communication sur les naturalisations est aussi un exemple extraordinaire avec ce qui se passe actuellement dans tous les pays du monde sur ce problème de naturalisation. Donc, je voulais remercier tous les intervenants pour cette mémoire que vous avez remis un peu sur la table, la mémoire de Mounira. Merci. Merci à vous. Fadlou. Fadlou. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Vous êtes satisfait. C'est très bien. Alors, ناخذ الاستراحة. استراحة قهوة. فضلوا. Je suis débarrassé de la présidence en plus.